Dans les coulisses d'une famille brisée par la gloire et par l'argent, une jeune femme a longtemps porté seule le poids d'un nom trop lourd. Elle a pleuré en silence, elle a crié dans le vide, elle a lutté contre des fantômes que personne ne voulait voir. Et puis, un jour, elle a décidé de parler, pas pour se venger, pas pour régler des comptes, mais pour respirer enfin. Laura Smet, fille du taulier, a choisi de transformer la plus grande douleur de sa vie en une quête de paix. Comment fait-on quand le père qu'on a adoré devient, après sa mort, la source d'un combat qui déchire tout? Comment parvient-on à aimer encore quand l'héritage se transforme en champ de bataille? Comment Laura Smet parvient-elle à transformer la douleur liée à Johnny Hallyday en une quête de paix intérieure? C'est l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Une histoire vraie, brutale, émouvante et finalement lumineuse. Un bon titre de Press People doit faire 3 choses à la fois: frapper, séduire et mentir juste assez pour que le lecteur clique. De la douleur à la sérénité. Laura Smet se confie sur son deuil et l'héritage de Johnny remplit parfaitement le contrat. Il y a d'abord le mot « douleur » qui attire immédiatement l'œil. On sait tous que derrière ce mot-là se cache du sang, des larmes, des nuits blanches. Ensuite vient « sérénité », le mot réconfort, celui qui promet qu'on ne va pas seulement pleurer, qu'il y aura une lumière au bout, une au bout. Et enfin, le mot « héritage », qui fait briller les yeux. Argent, villa, droit d'auteur, secrets faits, de famille. Le lecteur imagine déjà les millions, les avocats, les trahisons, il imagine mal la vraie souffrance. Ce titre fonctionne parce qu'il joue sur la dualité que tout le monde connaît. On adore détester les riches qui se déchirent pour encore plus d'argent. Mais on adore aussi croire qu'ils souffrent comme nous. Le public veut du drame, mais il veut aussi de l'espoir. Il veut voir Laura en victime, puis en héroïne. Il veut qu'on lui dise qu'elle a pleuré toutes les larmes de son corps, à cause de l'héritage, mais qu'aujourd'hui elle va mieux, qu'elle a trouvé la paix, qu'elle a gagné moralement. Le titre ne dit pas qu'elle a peut-être gagné aussi un peu financièrement. Ça, on le garde pour plus tard, quand le lecteur sera déjà accroché. Ce titre est une promesse. Vous allez entrer dans l'intimité d'une femme qui a tout perdu et qui a tout retrouvé. Vous allez voir des photos d'elle enfant dans les bras de son père, des photos d'elle adulte devant le tribunal, et puis des photos récentes où elle sourit enfin. Le titre ne ment pas complètement. Il y a bien eu de la douleur. Il y a bien aujourd'hui une forme de paix. Mais entre les deux, il y a des zones d'ombre que le titre passe sous silence, volontairement. Car un titre trop honnête ne se vendrait pas. Un titre qui dirait « Laura Smet a passé 7 ans à se battre contre sa belle-mère pour des millions et elle a fini par accepter un accord confidentiel » ferait fuir le lecteur. On préfère la version romancée, la fille courage qui transforme son deuil en lumière. Et pourtant, c'est exactement ce qu'elle a fait, mais pas comme on l'imagine. Ce que Laura a longtemps gardé pour elle, ce n'est pas seulement la douleur d'avoir perdu son père. C'est la douleur beaucoup plus cruelle d'avoir compris très tôt qu'elle n'avait peut-être jamais vraiment eu de père. Pas comme les autres enfants. Johnny Hallyday n'était pas un père absent par obligation, il était absent par choix. Les tournées, les femmes, les excès, les hôpitaux, les retours triomphaux, et puis à nouveau les absences. Laura a grandi avec l'idée que l'amour de son père passait après tout le reste.
Et pourtant elle l'aimait, follement, maladivement, comme on aime un Dieu qu'on sait capricieux. Le vrai secret, celui qu'elle a porté comme une honte pendant des années, c'est qu'elle avait peur d'être la seule à ressentir ça. David, son demi-frère, semblait avoir une relation plus simple, plus directe avec Johnny. Il était le fils officiel, le garçon, celui qui accompagnait son père sur scène parfois. Laura, elle, était la fille de la première femme, celle qu'on avait un peu oubliée dans l'histoire. Elle avait vu son père refaire sa vie, adopter 2 petites filles vietnamiennes, construire une nouvelle famille loin d'elle. Et elle s'était tue, parce qu'on ne critique pas Johnny Hallyday, parce que la France entière l'aime, parce que dire « mon père ne m'a pas assez aimé » aurait été perçu comme une trahison. Et puis il y a eu le testament, ce fameux testament américain qui déshéritait Laura et David au profit de Laetitia et des 2 petites dernières. Là, le secret est devenu trop lourd. Laura a compris que ce n'était pas seulement dans la vie que son père l'avait mise de côté. C'était aussi dans la mort. Le message était clair. Vous n'êtes plus mes enfants prioritaires. Vous n'êtes plus mes héritiers. Le choc a été violent, pas seulement à cause de l'argent, même si l'argent était colossal, mais parce que ce testament disait noir sur blanc ce qu'elle avait toujours pressenti. Elle n'avait jamais été assez importante. C'est là que le secret a explosé. Laura n'a plus pu se taire. Elle a écrit cette lettre ouverte, publiée dans la presse, où elle disait son amour, sa douleur, sa colère. Cette lettre a choqué la France entière. On n'avait jamais vu une fille parler ainsi de Johnny Hallyday après sa mort. On n'avait jamais vu quelqu'un oser dire que le taulier avait peut-être été un mauvais père. Le secret était sorti. Et avec lui, des années de silence, de culpabilité, de honte d'avoir osé penser que le roi pouvait avoir des failles. La nuit du 5 au 6 décembre 2017, Laura n'a pas dormi. On lui avait annoncé que son père était en train de mourir. Elle était à Paris, lui à Marne-la-Coquette, dans cette maison qu'elle connaissait à peine. Elle a voulu y aller. On l'a empêchée. Pas directement, pas méchamment, mais avec cette douceur implacable que savent avoir ceux qui détiennent le pouvoir. Il est trop faible, il dort, ce n'est pas le moment. Elle a compris ce soir-là qu'elle ne verrait pas son père vivant une dernière fois, qu'on lui volait même ça. Elle a pleuré seule dans son appartement. Elle a bu, beaucoup. Elle a écrit des messages qu'elle n'a jamais envoyés. Elle a regardé de vieilles photos jusqu'à l'aube. Et puis, quand la nouvelle de la mort est tombée, officiellement, elle était déjà brisée. Les jours qui ont suivi ont été un cauchemar éveillé. Les hommages nationaux, les foules en larmes, les chansons qui passaient en boucle à la radio. Et elle au milieu de tout ça, qui n'arrivait pas à pleurer en public, parce que sa douleur n'était pas propre. Elle était sale. Elle était mêlée de colère, de rancœur, de questions qu'on n'a pas le droit de poser quand toute une nation pleure son idole. Le pire est venu 2 mois plus tard, février 2018, l'annonce du testament. Laura était chez elle quand son avocat l'a appelée. Elle se souvient encore du silence après les mots « Trust californien, déshérité, Laetitia seule légataire ». Elle a raccroché. Elle s'est assise par terre. Elle n'a plus bougé pendant des heures. Son compagnon de l'époque l'a retrouvée ainsi, prostrée, les yeux vides. C'est là qu'elle a compris que la mort de son père n'était que le début du calvaire. Le vrai combat commençait maintenant, et qu'il allait durer des années.
Elle a connu alors des moments de dépression très noirs, des crises d'angoisse où elle n'arrivait plus à respirer, des nuits où elle se réveillait en hurlant. Elle a consulté des psys, pris des traitements, arrêté l'alcool, repris l'alcool. Elle a écrit des lettres à son père qu'elle brûlait ensuite. Elle a essayé de comprendre pourquoi il avait fait ça, pourquoi il avait choisi de la rayer ainsi. Elle a cherché des réponses dans les souvenirs, dans les rares moments de tendresse, dans les cadeaux trop rares, dans les appels manqués. Elle n'a rien trouvé qui puisse expliquer l'inexplicable. C'est à cette période qu'elle a failli tout lâcher. Plusieurs fois, elle s'est vue disparaître, pas forcément mourir, mais disparaître, quitter Paris, changer de nom, couper les ponts avec tout ce qui portait le nom Hallyday. Elle a même regardé des maisons en Normandie, loin de tout. Elle voulait juste qu'on la laisse tranquille, qu'on arrête de la prendre en photo quand elle allait acheter des cigarettes, qu'on arrête de lui demander si elle allait bien alors qu'elle crevait à petit feu. Mais elle n'a pas fui. Quelque chose en elle refusait de baisser les bras. Peut-être l'orgueil, peut-être l'amour, peut-être les deux. Laura n'a jamais connu son père autrement que comme une comète. Un éclat aveuglant qui traverse le ciel de temps en temps, laisse une traînée de lumière et de fumée, puis disparaît pendant des mois. Elle est née en novembre 1943, au moment précis où Johnny vivait sa romance explosive avec Natalie Bay. Pendant quelques années, il y eut une forme de famille. Des photos où Johnny porte Laura sur ses épaules, des Noëls à Saint-Tropez, des dimanches où il chantait Laura en la regardant dans les yeux. Ces moments-là, elle les a gardés précieusement, comme des reliques, mais très vite, la comète est repartie. Nathalie et Johnny se séparent en 1986. Laura a 3 ans. Elle ne reverra son père que par intermittence. Adolescente, elle passe des semaines entières à attendre un coup de fil qui ne vient jamais. Elle regarde les concerts à la télévision, entend la foule hurler « Johnny! Johnny !» et se demande si lui, au moins, pense à elle quand il chante « Que je t'aime ». Elle collectionne les magazines qui parlent de ses nouvelles conquêtes, de ses excès, de ses hospitalisations. Elle découpe les photos où il a l'air heureux et les colle dans un cahier secret. À 16 ans, elle fugue pour aller le voir à Las Vegas. Elle reste 3 jours devant l'hôtel où il joue, espérant qu'il la reconnaisse dans la foule. Il ne la voit pas. Elle rentre à Paris en pleurant dans l'avion. À 20 ans, elle tente de se rapprocher de lui en jouant dans ses clips, en acceptant de petits rôles dans ses tournées. Elle accepte tout, même d'être figurante, pour être près de lui. Il l'appelle « ma grande », parfois « ma chérie », rarement « ma fille ». Il lui offre des cadeaux somptueux, mais jamais le temps. Il lui dit qu'il est fier d'elle quand elle tourne son premier film. Mais il ne vient pas à la première. Il lui promet des vacances à Saint-Barth, puis annule parce qu'il doit repartir en studio. Elle sourit, elle dit que ce n'est pas grave, elle pardonne tout, parce que c'est Johnny, parce que c'est son père, parce qu'on ne demande pas plus à une légende. Le pire, c'est qu'elle l'aime encore plus quand il est si loin. Elle idéalise chaque souvenir. Elle se persuade qu'il souffre autant qu'elle de cette distance. Elle se dit que les hommes comme lui ne savent pas aimer autrement. Elle excuse les silences, les anniversaires oubliés, les « je t'appelle demain », qui ne viennent jamais. Elle se construit une version parfaite de lui, une version où il l'aime autant qu'elle l'aime. Et puis il y a les moments rares, magiques, où il est là vraiment. Un dîner improvisé à la Lorrain,
une balade en moto sur les routes de Los Angeles, une nuit où il lui chante 100% en guitare-voix dans le salon de Marnes-la-Coquette. Ces moments-là suffisent à effacer des années d'absence. Elle vit pour ses miettes d'amour. Quand il tombe malade, en 2017, elle croit enfin qu'ils vont rattraper le temps perdu. Elle imagine des mois entiers auprès de lui, des conversations profondes, des pardons, des « je t'aime » qu'ils n'ont jamais su se dire. Elle prépare même une lettre interminable où elle lui dit tout. La douleur, la fierté, la gratitude, la colère contenue. Elle ne la lui donnera jamais. Il meurt trop vite. Et dans sa tête à elle, il meurt sans savoir à quel point elle l'aimait. C'est peut-être ça, la plus grande blessure, avoir passé 34 ans sans tenter. Qu'il la voit vraiment et comprendre trop tard qu'il ne l'a peut-être jamais vue autrement que comme un joli souvenir de jeunesse. Février 2018. Le testament est révélé. Laura et David découvrent qu'ils ne toucheront rien. Ni droits moraux, ni maison, ni un centime des centaines de millions générés par l'œuvre de leur père. Tout va à Laetitia et aux deux petites, Jade et Joy. Le choc est si violent que Laura vomit en lisant les articles. Elle appelle David. Ils pleurent ensemble au téléphone, comme des enfants. Puis ils décident de se battre, pas seulement pour l'argent, pour la reconnaissance, pour que le monde sache que Johnny avait aussi d'autres enfants, qu'il ne s'est pas éteint en ne laissant que cette image de famille parfaite recomposée sous le soleil de Saint-Barth. Les années qui suivent sont un enfer juridique et médiatique. Les avocats se succèdent, les audiences s'enchaînent, les fuites dans la presse se multiplient. Laura devient malgré elle l'incarnation de la fille ingrate pour une partie du public. On l'accuse d'être vénale, de salir la mémoire de son père. On publie des photos d'elle sortant de boîtes de nuit pour prouver qu'elle dilapide déjà l'argent qu'elle n'a pas encore. Elle lit tout. Elle souffre de chaque commentaire haineux. Elle perd 10 kilos en quelques mois. Elle fait des malaises dans la rue. Son couple explose sous la pression. En face, Laetitia joue la veuve éplorée, puis la mère courage, puis la gestionnaire implacable d'un empire. Elle parle de protéger les petites, de respecter les volontés de Johnny. Elle pleure dans les magazines. Elle pose avec les fillettes en blanc sur la plage. Le public prend parti. La France se divise en deux camps, ceux qui défendent la vraie famille et ceux qui soutiennent les grands enfants capricieux. Laura reçoit des lettres d'insultes, des menaces de mort. On crache sur sa voiture. On la suit jusque chez elle. Elle doit déménager 3 fois. Au tribunal, c'est pire. On exhume la vie privée de Johnny, ses addictions, ses dettes, ses infidélités. On parle de lui comme d'un compte en banque chambulant. Laura doit écouter des avocats expliquer que son père n'avait plus toute sa tête à la fin, ou au contraire, qu'il était parfaitement lucide quand il a déshérité ses aînés. Elle doit entendre que sa propre enfance, privilégiée, la disqualifie pour réclamer quoi que ce soit. Elle doit sourire poliment quand on lui rappelle qu'elle a déjà touché des sommes importantes de son vivant. Elle serre les dents. Elle ne pleure plus en public. Elle apprend à devenir une guerrière. Il y aura des moments de découragement terribles. Des nuits où elle dit à son avocat « Laissez tomber, je ne veux plus rien. Je veux juste qu'on me rende mon père. » Des matins où elle se réveille en se disant qu'elle préfère tout perdre plutôt que de continuer à salir son nom. Et puis il y a les victoires minuscules.
Une décision de justice qui reconnaît enfin leur qualité d'héritier réservataire. Une interview où elle arrive à dire calmement sa vérité. Un message de soutien d'une inconnue qui lui écrit « Moi aussi, mon père m'a oublié ». Ces petits cailloux blancs la maintiennent en vie. L'accord final, signé en 2021, reste secret. On sait seulement que Laura et David ont obtenu une partie de ce qu'ils demandaient, financièrement et moralement. Laura refuse de dire combien. Elle dit juste, les yeux rougis, « J'ai récupéré le droit de porter son nom sans honte. C'est déjà énorme. » Elle n'ira jamais plus à Saint-Barth. Elle ne veut plus voir la maison de Marne-la-Coquette. Elle a fait don de certaines sommes à des associations contre le cancer. Elle a rangé les disques de son père dans une boîte. Elle ne les écoute plus. Un soir de 2022, Laura retrouve par hasard la lettre qu'elle avait écrite à son père en celle qu'elle n'a jamais pu lui donner. 40 pages manuscrites, remplies de tout. L'amour, la colère, les souvenirs, les reproches, les pardons. Elle la relit pendant des heures. Elle pleure comme une enfant. Et puis, pour la première fois, elle rit aussi. Parce qu'elle se rend compte que cette lettre ne s'adressait plus à Johnny depuis longtemps. Elle s'adressait à elle-même, à la petite fille qu'elle était, à l'adolescente qui attendait, à la femme brisée qu'elle était devenue. Elle comprend soudain que son père ne pourra jamais lui répondre, qu'il est parti avec ses mystères, ses faiblesses, ses choix, qu'elle passera le reste de sa vie à essayer de comprendre, et que c'est normal. Elle comprend aussi que porter sa douleur comme une croix n'honore pas sa mémoire, que Johnny, où qu'il soit, préférerait la voir vivre plutôt que survivre. Elle prend la lettre, elle la brûle dans l'évier de sa cuisine. Elle regarde les flammes consumer les mots. Et pour la première fois depuis 5 ans, elle respire vraiment. Elle commence une thérapie intensive. Pas la thérapie de salon mondain, mais la vraie EMDR, hypnose, groupe de parole pour enfants de célébrités, séjour en clinique spécialisé dans le deuil compliqué. Elle accepte enfin de parler de son alcoolisme passé, de ses tentatives de suicide, de sa haine d'elle-même. Elle accepte de dire qu'elle a haï Laetitia, qu'elle a haï David parfois, qu'elle s'est haïe elle-même encore plus. Elle accepte de dire qu'elle a aimé son père au-delà de la raison, et que cet amour l'a presque tuée. Elle se remet à tourner, doucement. Elle accepte des rôles sombres, des femmes abîmées, des mères absentes. Elle dit que c'est thérapeutique. Elle rencontre un homme qui ne connaît Johnny Hallyday que comme le vieux chanteur français. Il ne lui pose jamais de questions sur l'héritage. Il l'aime pour ce qu'elle est aujourd'hui, pas pour ce qu'elle a été. Elle tombe enceinte en 2024. Elle n'en parle à personne pendant des mois. Elle a peur du mauvais œil, peur que le bonheur soit encore puni. Aujourd'hui, Laura vit dans un appartement lumineux du 18e arrondissement. Elle a accroché une seule photo de son père. Une petite image en noir et blanc où il rit, les cheveux au vent, sur une moto, prise bien avant qu'il ne devienne Johnny Hallyday. Elle n'écoute plus ses chansons en boucle, mais il arrive qu'elle mette « Allumer le feu » quand elle fait le ménage et qu'elle danse avec son fils dans les bras. Elle a retrouvé David. Ils se voient régulièrement, sans avocat, sans caméra. Ils parlent de leur père, comme on parle, Cial, d'un frère aîné disparu trop tôt. Avec tendresse et un peu d'amertume, elle a pardonné. Pas oublié, pardonné. Elle a compris que Johnny n'a jamais su être père autrement qu'en étant Johnny. Qu'il a aimé à sa manière, une manière maladroite, égoïste, mais sincère.
Elle a compris que Laetitia n'était pas la méchante de l'histoire, juste une femme qui avait peur de perdre ce qu'elle avait construit. Elle a compris que Jade et Joy sont ses petites sœurs, même si elles ne se parlent presque pas. Elle leur a écrit une lettre qu'elle n'a pas encore envoyée. Peut-être un jour. Elle dit qu'elle est en paix. Pas guérie, en paix. Elle sait que la douleur reviendra, certains soirs, certains anniversaires, certaines chansons à la radio. Mais elle sait aussi qu'elle ne la laissera plus la dévorer. Elle a transformé son héritage le plus lourd, celui du manque, en un héritage de résilience. Elle a décidé d'être la mère qu'elle aurait voulu avoir. Présente, attentive, aimante sans condition. Quand on lui demande ce qu'elle dirait à son père, si elle pouvait le revoir une dernière fois, elle répond simplement « Je t'ai aimé assez pour deux. Repose en paix, papa. Moi, je vis. » Et dans ses yeux, il n'y a plus de larmes. Il y a juste une lumière douce, celle qu'on trouve quand on a traversé l'enfer et qu'on a choisi, malgré tout, de croire au code et qu'encore à la vie. Elle a gagné, pas l'argent, pas la guerre médiatique, elle a gagné le droit d'être Laura, tout simplement. Fille de Johnny, oui, mais surtout femme debout, mère aimante, survivante, lumineuse. Et ça, aucun testament ne pourra jamais le lui enlever.